cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Les couples se séparent de plus en plus souvent et de plus en plus tôt. Or, j'entends aussi des témoignages d'auditeurs qui regrettent de s'être séparés et qui même, parfois, vont reprendre une vie commune. Alors, avec mon invité Anne-Laure Buffet, je vous propose qu'on étudie les vraies raisons de se séparer parce que parfois l'amour est toujours là, mais enseveli sous une tonne d'habitude, de rancœur. On verra également si un couple qui n'a plus de sexualité du tout est encore vraiment un couple. Alors, est-ce que l'amitié, ça consiste à faire un couple? Est-ce que c'est suffisant pour qu'un couple dure? Et puis, Anne-Laure Buffet nous expliquera quand même qu'une rupture, eh bien, ça peut nous faire grandir, figurez-vous. En tout cas, si vous vous posez des questions sur l'avenir de votre relation, si vous avez envie peut-être de rompre en cette fin d'année, eh bien, c'est le moment de nous rejoindre et de nous raconter comment vous vivez cette relation en nous appelant au 0826 300 300. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Brigitte. Merci d'être avec nous. Vous êtes thérapeute, vous êtes auteur de nombreux ouvrages et je me suis inspirée un peu de celui-ci. Les séparations qui font grandir. Voilà, les séparations qui font grandir. Merci de me rappeler le titre. Parce que j'ai trouvé que c'était... Bon, mais je vous connais, hein, vous avez toujours des livres un peu osés. C'est un peu osé de dire ça... On s'en rend pas compte tout de suite, en tout cas, que ça fait grandir une séparation. Non, non, puis c'est pas vraiment le but. On se dit pas qu'on va quitter la personne avec laquelle on a une relation pour pouvoir grandir, en tout cas sur le plan psychique et émotionnel. Mais c'est vrai que dans le titre, on a utilisé le terme grandir, entendu dans le sens sortir d'une espèce de situation relativement immature sur le plan émotionnel ou relativement confortable, on va mettre des guillemets à confortable, en tout cas qui rend impossible une espèce de transformation de soi, alors qu'en principe la vie est faite pour qu'on se transforme, pas tous les jours mais régulièrement. Donc en fait de se dire le couple est à la fois une possibilité d'épanouissement ou à la fois un enfermement selon la manière dont on le vit. Et sortir d'une relation qui nous enferme, c'est la possibilité d'aller vers autre chose. Bien sûr. Alors, j'avais dit dans le livre, je parle des séparations amoureuses et amicales, mais je parle aussi de toutes les séparations qu'on peut vivre, hein, le deuil, le déménagement. Les déménagements, parfois, ça entraîne des situations très compliquées, les changements professionnels, et donc c'est toutes les séparations. Mais c'est vrai que dès qu'on touche à l'amour ou dès qu'on touche à l'amitié, il y a le sentiment aussi qu'on ne pourra plus jamais vivre aussi intensément quelque chose ou qu'on perd définitivement quelque chose. Et il y a un moment de déséquilibre entre ce que l'on aspire à être mais qu'on pense ne pas pouvoir arriver à être et ce que l'on a été et qu'on a peur de perdre. De toute façon, le changement, l'homme n'aime pas ça. Enfin, quand je dis l'homme, c'est l'être humain. Hein. Non, ça demande toujours une réadaptation et c'est pas toujours facile. Et puis, je voulais qu'on démarre peut-être l'émission quand même en essayant de mettre les paramètres qui prouvent qu'il est vraiment temps de se séparer, parce qu'on entend beaucoup de couples qui vont se séparer pour de toute façon reproduire le même schéma avec quelqu'un d'autre. Et donc là, ça veut dire que c'était pas la peine de se séparer, si c'est pour ne pas avoir grandi justement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on se sépare, quand on prend un couple qui pense ne plus fonctionner, ou en tout cas un des deux dans le couple, qui dit ne plus aimer l'autre, ne plus se retrouver en accord avec l'autre, voire souffrir dans la relation de couple, très souvent cette personne va faire porter entièrement à l'autre la responsabilité ou la culpabilité de tout ce qui se passe et de tout ce qui ne fonctionne plus, sans se dire que d'abord un couple c'est une histoire qui est évolutive. Donc forcément, les débuts du couple et puis quelques mois ou quelques années après, c'est plus la même chose. Ça vit un couple, bien sûr. Donc c'est un être vivant. Hein. On a trop souvent dit que le couple c'est c'est une seule entité. Oui, mais c'est une entité qui est constituée de deux individualités. C'est 1 + 1 = 3. Voilà. Donc chacun évolue et le couple évolue en même temps. Donc si on essaye tout le temps de retrouver ce qu'on a connu au début de la relation, forcément on risque d'aller vers l'échec. Et puis l'autre chose, c'est que je crois que pour beaucoup de personnes, il y a cette espèce de désir immature, infantile, de se retrouver dans des films hollywoodiens. Alors tout va bien, bon, il peut y avoir une crise, ça c'est le milieu du film, ok, mais en fait tout va s'arranger, à la fin du film tout le monde s'aime, c'est merveilleux. Mais la vie c'est pas ça en fait. Et on a été tellement bercés dans des croyances qui sont complètement fausses sur l'amour, sur le couple, sur l'évolution d'un couple, que beaucoup de personnes se disent
voilà, on vient de s'engueuler, il y a eu une super crise hier, donc ça prouve bien que c'est fini, je fuis le couple. Et en fait, elles se fuient elles-mêmes, et donc forcément, elles vont fuir leurs propres problèmes et les transporter vers une autre histoire. C'est pas parce qu'on se fâche avec l'autre, c'est pas parce qu'on est en désaccord, c'est pas parce qu'on se dispute qu'il y a péril en la demeure ou qu'il y a violence d'ailleurs, parce que pour beaucoup aujourd'hui aussi il y a confusion entre crise, colère, violence. Violence, c'est autre chose. Et c'est arrivé quand même à trouver équilibre en se disant bon, je passe un moment compliqué, mais c'est pas la fin du couple. Essayons d'être concrets. Anne-Laure Buffet, par exemple, un couple qui n'a plus du tout de sexualité, est-ce que ça reste un couple ? Ça reste un couple. S'il n'y a plus du tout de sexualité au bout d'un mois, pas au bout d'un mois, mais à ce moment-là, il faut que les deux puissent communiquer et être tout à fait d'accord et peut-être dire, ok, on n'a plus de sexualité, moi ça me va bien, mais est-ce qu'on a le droit d'aller voir ailleurs ou est-ce que, etc. Mais en fait, vous venez par exemple, le maître mot, c'est toujours la communication. C'est s'il y en a un qui tout d'un coup impose, un ou une qui impose à l'autre dans le couple qu'il n'y ait plus de sexualité, et la personne a le droit de ne plus avoir de désir sexuel, mais si elle l'impose, il y a un déséquilibre qui va se créer et donc le couple est en danger. Donc vous êtes d'accord avec moi, le besoin sexuel peut être considéré comme nécessaire dans un couple. D'accord. Non, mais j'essaye d'être concrète pour aider ceux qui nous écoutent. Et je mets dans la sexualité, en fait, encore une fois, c'est un mot qui est très vaste, la sexualité. Donc c'est le fait de se caresser, de s'embrasser, de se... Non, mais là, c'est l'intimité. Oui, mais... L'intimité, c'est ça. Il peut ne plus y avoir d'intimité, donc c'est presque au-delà de la sexualité. Oui, on est d'accord. Si vous voulez. D'accord, parlons d'intimité à ce moment-là. Oui, parce que si la sexualité, c'est quand même un organe sexuel qui va fonctionner. Mais justement, il peut y avoir des couples où l'un des deux, pour une raison... Et l'intimité, c'est la tendresse, la caresse, le baiser. C'est deux choses qui sont différentes. Mais si l'un des deux a une pathologie à un moment, donc ne peut plus sexuellement avoir une érection c'est pas parce qu'il n'y a plus de sexualité qu'il peut s'occuper. Excusez-moi, il peut s'occuper de l'autre. Hein. C'est vrai. Je suis désolée. C'est vrai. Donc, non, mais on va être. Attendez, c'est la fin de l'année, on va être très clair. Donc, on a pris. Clairs. Voilà. Ensuite, deuxième paramètre. Est-ce que dans un couple, il faut forcément qu'il y ait de l'amitié, c'est-à-dire qu'on puisse compter sur l'autre, qu'on puisse. Ah oui. Moi aussi, je crois, mais je vous pose des questions. Non, mais ça me semble même tellement évident que je pensais même pas à le dire, parce que si on peut pas compter sur l'autre, s'il n'y a pas un minimum de partage, de complicité et de bienveillance ou d'attention à l'autre, c'est pas un couple. Alors pour le coup, ça peut être pour le meilleur et pour le pire. C'est aussi pour le pire, mais le couple. Et il faudrait que beaucoup se le rappellent. C'est souvent pour le pire. Après, jusqu'où on met le pire? Mais c'est souvent pour le pire, parce que finalement, la vie est beaucoup plus compliquée au quotidien que facile à vivre. Bah oui, il y a la maladie, il y a peut-être le chômage qui tout d'un coup va toucher l'un des membres du couple et qui va mettre peut-être en péril le couple d'ailleurs. Mais il y a quand même une chose aussi qu'il faut bien comprendre, vous l'avez dit, la vie d'un couple, elle va être changeante, il va y avoir des épreuves, des transformations, etc. On peut aussi, à un moment donné, l'autre n'est plus du tout dans la même situation, par exemple professionnelle, et est-ce qu'on peut à ce moment-là considérer que le couple ne tient plus ? Non, c'est pas là encore. Non, mais là encore, c'est pas une condition pour que le couple ne fonctionne plus. Ça veut dire il y a une remise en question nécessaire. C'est encore la communication qui va permettre de voir ce qu'on en fait. Mais si on est en couple avec quelqu'un, finalement en fonction de sa situation professionnelle, si je retourne la phrase dans l'autre sens, est-ce qu'on est vraiment en couple ? On est en fonction d'un intérêt qu'on trouve avec la personne. Je suis plus indulgente que vous, Anne-Laure Buffet. Si on se met avec quelqu'un parce qu'on a besoin... non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'étais plus que vous. Si on se met avec quelqu'un parce qu'on a énormément besoin de sécurité matérielle, parce que par exemple on est peintre et que on aime peindre, mais que ça marche pas très bien. Si tout d'un coup la personne ne peut plus nous donner cette sécurité matérielle quelque part. On peut être en train de considérer que le couple ne fonctionne plus. Enfin, je sais pas, je donne des exemples. Oui, non, je sais pas si c'est de la non-indulgence de ma part ou pas.
Mais je crois qu'en tout cas, ça nécessite d'abord de le dire et de se poser la question, de se dire finalement si ce que m'a apporté le couple, au-delà de la sécurité qu'il y avait au départ de la relation, ce que m'a apporté le couple est totalement insuffisant pour subir une relation économique qui est extrêmement différente de ce que j'attendais et qui va nous mettre tous les deux en difficulté. En fait, c'est concentrer encore son regard sur ce pourquoi on s'est retrouvés en couple, c'est-à-dire la situation économique. Donc la personne qui est en face, la personne perd de son intérêt humain à ce moment-là. C'est pour ça que je dis, c'est pas... Non, mais je donne des exemples concrets exprès pour que ceux qui nous écoutent puissent avancer et se poser la question justement de leur couple. Est-ce que les paramètres qui ont fait qu'ils ont eu envie de se mettre en couple sont toujours là? Parce que finalement, le paramètre essentiel à notre époque, c'est, entre guillemets, l'amour. Mais l'amour... mais l'amour, ça veut tout dire et rien dire. On est d'accord. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de faire une émission un peu concrète. Non, mais c'est vrai que, par exemple, pour prendre un exemple concret, un couple qui est ensemble, enfin les deux sont ensemble depuis 5 ans, 10 ans, enfin bon, ils se connaissent, ils s'aiment, ils s'apprécient, mais forcément au bout d'un certain temps, on connaît bien l'autre et il y a aussi, il peut y avoir l'habitude, il peut y avoir l'agacement par moment qui fait que soit monsieur, soit madame va, sans tromper, mais va regarder un peu ailleurs. Et ça peut mettre le couple en péril. Donc, est-ce que c'est une cause ou non de rupture? En fait, c'est jusqu'où la personne qui commence à regarder un peu ailleurs le fait, on va dire pour le plaisir des yeux, mais sans penser à plus, jusqu'où elle commence à penser à plus, jusqu'où l'autre peut l'admettre. Ça aussi, ça peut être une question dans un couple. Ça arrive souvent. C'était d'ailleurs ma question que je voulais poser ensuite, mais on n'a pas le temps, il est temps de faire une pause et de donner la parole à Frédéric qui va nous rejoindre. C'était en effet la question de l'infidélité. Est-ce que c'est une vraie raison de se quitter ou pas? On va laisser les auditeurs en parler et témoigner sur Sud Radio au 0826 300 300. On se retrouve tout de suite avec Frédéric. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, auteur de nombreux livres, dont ces séparations qui font grandir, que nous évoquons justement le couple, ce qui fait qu'un couple va durer, ce qui fait qu'un couple tient et ce qui fait qu'un couple, parfois, ne fonctionne plus. Bonjour Frédéric. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous avez constaté que c'est souvent les femmes qui quittent. Hein. Oui. En fait, je ne déroge pas à la règle. Les hommes, parfois, attendent que la femme parte et on s'arrange parfois. Pour qu'elle parte Pour qu'elle parte, malheureusement. Ça, c'est pas bien. Non, je sais, mais j'ai changé, j'ai voulu. C'est bien. Non, mais je pense que la première raison qui fait que ce sont souvent les femmes qui partent, je crois que c'est parce qu'on est peut-être plus exigeante sur les questions sentimentales et l'homme est peut-être plus indulgent sur les petits travers du couple. Je pense quand même qu'il y a quelque chose comme ça. Oui, et puis je pense aussi il y a un côté peut-être où j'ai l'impression parfois en fait on se comprend pas tout simplement. C'est compliqué en fait. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire autre chose, mais en fait parfois c'est très difficile de comprendre la femme. Parce que l'homme fonctionne d'une certaine manière et parfois en fait on a une façon de voir les choses, l'autre a une autre façon de voir les choses. Pourtant, on va dans la même direction, mais parfois, on s'entend pas. C'est pas difficile de comprendre la femme, c'est difficile de comprendre l'autre dans ce cas-là. Oui, tout à fait. C'est difficile d'admettre la différence aussi. Mais je pense qu'on est quand même plus complexe que les hommes. Néanmoins. Mais néanmoins, je suis d'accord. Je dirais plus complexe et peut-être plus exigeante aussi. Plus exigeante, oui, mais plus décidée aussi. D'ailleurs, je crois que un homme est capable d'agir et même de dire que le couple pourrait s'arrêter, mais ça reste dans le conditionnel. Donc il pousse un peu, il va essayer de pousser sa femme à essayer de comprendre quelque chose ou à prendre une décision, mais il n'affirme pas. Alors que la femme prévient et la femme passe à l'acte. Oui, mais elle prévient de manière tellement subtile que l'homme souvent il comprend pas. Oui, c'est parce qu'on est subtil justement. J'en prends pas la tête ce soir. Non, mais c'est pas vous, c'est pas vous particulièrement. Non, mais je plaisante. La seule chose qui fait que parfois c'est l'homme qui est responsable de la rupture, c'est parce
parce qu'il n'y a plus de sexe et qu'il va voir ailleurs et qu'à un moment donné, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre et donc il va s'en aller. Mais encore une fois, on schématise un peu. Hein, c'est pas toujours comme ça, mais c'est vrai que c'est un peu souvent comme ça, oui. Il y a aussi ce qui va avec l'absence de sexualité, il y a pour beaucoup d'hommes le fait d'avoir du mal à accepter d'être moins jeune, moins fringant, ils courent, je trouve, beaucoup plus que les femmes derrière l'illusion d'une jeunesse perdue. Et on peut mal vivre ou mal accepter le fait d'être rattrapé par l'âge, mais on n'a pas, il n'y a pas la même appétence à aller se rassurer auprès de personnes plus jeunes. C'est peut-être parce que les jeunes hommes sont moins attirés par les femmes mûres que les jeunes femmes attirées par les hommes mûrs. Bon, bref, on va pas être tout à fait d'accord, hein, visiblement, Anne-Laure Buffet et moi aujourd'hui. En tout cas, Frédéric, vous avez connu plusieurs ruptures, donc c'est combien déjà? C'est compliqué de faire on va dire le calcul. C'est qu'il y en a beaucoup. Il y en a eu beaucoup, ouais. Non, mais une relation, elle compte qu'à partir du moment où elle a duré plus de 2 ans, sinon ça compte pas. Oui, il y en a eu beaucoup moins, donc en fait, on limite un petit peu. Parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, Anne-Laure Buffet, mais on ne peut pas parler d'une vraie relation, d'un vrai couple quand c'est moins de 2 ans. Enfin, oui, alors là, on va être d'accord complètement. Chic alors. On y arrive. Non, mais un couple, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Un couple, c'est une histoire qui se construit. Cette obsession sur les réseaux sociaux à écrire en couple, alors que là, on se connaît depuis la veille au soir ou depuis 3 jours, c'est ridicule. Un couple, il faut quand même. Un couple a une histoire. Une histoire, c'est pas 2 heures ou 3 semaines. Il s'est passé des choses. Oui, c'est au moins 2 ans. Donc, du coup, ça fait combien de ruptures, Frédéric? Alors, j'étais en train de calculer justement. Ça sera 4 alors. 4. Et vous avez quel âge? Moi, j'ai 45 ans. Ah oui, donc vous êtes pas quelqu'un qui s'engage sur le long terme alors. C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'en fait, je pense que c'est un rapport avec mon histoire. Sûrement, oui. En tant qu'enfant, quoi. Voilà. Oui. Je pense que c'était compliqué avec mes parents et je pense que ça a dû rester et c'était compliqué après de s'engager. Et vous avez pas d'enfant? Non, j'ai pas d'enfant. Non. Mais vous avez peut-être pas envie, hein, d'ailleurs. En fait, maintenant, j'ai envie d'avoir des enfants, ouais, tout à fait. Il y a une évolution, il y a une progression qui s'est faite depuis des années. Parce que j'avais vécu des choses un peu compliquées avec mon père et forcément, en fait, on veut pas reproduire le schéma. Donc, oui, c'est difficile de savoir quel père on va être quand on n'a pas une bonne relation avec son père. Mais alors donc, du coup, Frédéric, il faut peut-être un petit peu avancer et comprendre pourquoi ces femmes vous ont quitté, ces 4 femmes vous ont quitté. Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? Non, c'est pour des raisons différentes. Il y en a, en tous les cas, une où j'ai pris la décision parce qu'elle me trompait. Oui. Il y en a une autre qui voulait des enfants et moi j'en voulais pas. Oui. À ce moment-là. Il y en a une où c'était compliqué, où en fait on s'était perdu, tout simplement, et que forcément au bout d'un moment, en fait. Ça se passe pas. Et puis une qui ne m'aimait pas vraiment et qui à un moment donné m'a dit écoute, on peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et je lui dis je comprends. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites sur les 4 là, c'est que finalement il n'y en a aucune où il y a eu un réel engagement de part et d'autre. Hein. En fait, l'engagement il a été plutôt venant d'elle. Mais en fait, moi je pense que je suis resté un gamin pendant longtemps. Oui. Et quand je dis gamin, c'est pas péjoratif, mais en fait, j'avais pas cette envie d'engagement, de construire, oui. Et j'étais plus dans ma vie professionnelle que dans ma vie de couple. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est ça qu'il faut arriver à avancer. Comme ça, vous allez peut-être en rencontrer une avec laquelle vous pourrez vous engager et créer une famille. J'espère. Le mot engagement, il revient beaucoup. Hein. Oui, il y a cette envie en fait. Après toutes ces années, j'ai fait un peu un travail sur moi et je me suis aperçu qu'en fait,
En fait, avec la dernière relation, j'étais quand même plutôt quelqu'un de. Elle avait une fille, enfin, elle a une fille toujours. Et c'est vrai que c'était génial parce qu'en fait, j'avais l'impression de me dire, ah, mais c'est ça d'être père, mais je vais être père tout de suite. Voilà. Donc cette dernière relation vous a fait avancer sur vous-même, tant mieux. C'est ça aussi un couple, hein, ça nous fait avancer. Bon, écoutez, vous avez la chance en tant qu'homme de pouvoir être encore père à 45 ans, donc c'est ce qu'on vous souhaite pour l'année prochaine, rencontrer celle qui conviendra à votre vie. Merci beaucoup Frédéric en tout cas de cet échange. Allez, une petite pause et puis on retrouve Soisic Belin qui va nous parler des cadeaux de Noël. Eh ben oui, c'est le moment. Brigitte Lahaie, Sud Radio, c'est l'instant Sexy News. Eh bien, Anne-Laure Buffet, nous accueillons notre journaliste Soisic Belin qui va nous parler des cadeaux de Noël. Bonjour Soisic. Oui, bonjour. Pour cette dernière avant les fêtes de fin d'année, j'ai décidé de me la jouer Mère Noël. Et je vous ai concocté Vous n'êtes pas habillée en rouge? Non, je ne suis pas habillée en rouge. Mère Noël n'est pas forcément en rouge. Rouge, c'est Coca-Cola, c'est les Américains qui ont apporté tout ça. Bref, vert sapin, vous voyez? Pas mal. Oui. Je vous ai concocté donc une petite série. Vous savez que c'est la couleur préférée cette couleur-là. C'est la vôtre préférée? Non, c'est pas la mienne, c'est la couleur préférée en règle générale. On a parlé des couleurs lundi. Ah d'accord. Donc je sais tout sur les couleurs. Une couleur préférée des Français? Du monde, carrément. des humains. Vous êtes dans la couleur préférée des humains, ce vert un peu sapin en effet. Et vous savez quelle est la couleur la moins aimée? Non. Essayez de deviner, Anne-Laure. Le jaune. Absolument, le jaune. Le jaune. Eh oui. Pourtant, le jaune assumé, ça peut être très joli. Je suis bien d'accord, puis c'est la couleur du soleil, mais enfin bon, c'est comme ça. Les gens ont peur du jaune. Et donc, je vous ai concocté une petite série de cadeaux à déposer au pied de vos sapins. Cadeaux certifiés coup de cœur, c'est important pour éviter qu'ils ne finissent sur des sites de revente le 26 au soir. Alors, de la lecture parce que les vacances au coin du feu avec un lait de poule ou un vin chaud, c'est assez tentant, et un peu de sexe, de drogue et de rock'n'roll pour faire dans l'original. Premier livre, les 12 étapes, la méthode qui a transformé des millions de vies, aux éditions de la Goutte d'Or de Julien Gagné. Alors qu'est-ce donc? Un essai, un livre pratique, un roman, un récit, c'est tout ça à la fois. L'auteur se livre dans cet ouvrage, mais il part de son cas personnel pour aller vers l'universel, pour interpeller et aider toute personne en proie aux addictions, et elles sont nombreuses ces addictions. Alors on pense facilement aux AA, aux alcooliques anonymes, qui ont été longtemps glamourisés au cinéma et à la télé, mais on trouve aussi les NA, les narcotiques anonymes, on trouve les anorexiques boulimiques anonymes, les ART anonymes, ceux qui sont victimes de blocage créatif, les codépendants affectifs anonymes, les débiteurs anonymes, les dépendants affectifs et sexuels anonymes, donc les émotifs anonymes, les outre-mangeurs anonymes, les survivants de l'inceste anonyme, etc., etc., etc. Alors, si la dépendance dépend du terrain fertile propre à chaque individu, certains y seront plus sensibles que d'autres. C'est quelque chose à laquelle, donc la dépendance, nous pouvons tous être confrontés. Les réunions des AA partent de ce principe simple: un alcoolique doit en aider un autre, et c'est ce système qui permet de s'en sortir. Ce système basé sur 12 étapes, donc des étapes essentielles liées à 12 promesses, un processus qui donne le temps au temps et qui a fait ses preuves. L'auteur vous dévoile ainsi dans ce petit livre, il est là, les secrets d'une réussite pour sortir de la dépendance, et pour qu'il questionne également l'au-delà du sevrage. Ce n'est pas que le sevrage, c'est sortir de la dépendance. Alors il faut savoir que cette méthode, ces 12 méthodes ont été inventées dans les années 30 par Bill Wilson et Bob Smith. Mais excusez-moi, Soisic Belin, mais vous offrez ça à quelqu'un, c'est pas terrible pour les. Mais attendez, ça voudrait dire que c'est de l'espoir. Mais enfin, ça voudrait dire qu'on est dépendant de je ne sais quoi. Si en plus c'est une réunion de famille, je vous dis pas les commentaires. Oui, mais vous savez que les réunions de famille, des oncles, des tantes, se disputent. Voilà, autant se disputer pour quelque chose. Je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée. Mais si, c'est toujours c'est assorti à votre pull. Voilà, donc toujours la couleur préférée. Voilà. Ils ont misé sur la couleur au moins. Ils savent que ça va matcher. Très bien. Second cadeau, n'est-ce pas? Frida Kahlo, Viva Frida, aux éditions Lattès. Alors, elle a été récupérée, cette Frida, par les mouvements féministes qui en font une héroïne indépendante à la vie sexuelle et amoureuse assumée. Le spécialiste de cette peintre de légende est un Français, italien, mais il vit en France, donc on peut quand même crier cocorico. Gérard de Cortance, il en a d'ailleurs écrit de nombreux livres sur Frida, mais celui-ci est particulier. Ce sont les mots de Frida comme porte d'entrée, des citations, mais aussi des mots thématiques qui vont
au mieux la définir. On balaie ainsi la vie de Frida, ce qui lui tenait à cœur, ses inspirations, ses aspirations, son entourage, et ne nous leurrons pas, les autres nous poussent à agir dans une direction ou dans une autre, et c'est ainsi que l'on se forge notre propre personnalité, donc l'impact de ses proches dans la fabrication du mythe Frida Kahlo. Réputée aussi donc Frida pour son obstination, pour sa force physique et mentale, pour ses douleurs physiques et cette rage de ne pas avoir pu enfanter, il y a quelque chose de très viscéral qu'elle traduira en peinture et en politique. C'est une bombe à retardement, une jusqu'au boutiste, une affamée de la vie. Donc c'est un livre positif que je vous conseille pour ces fêtes de Noël. Troisième cadeau. Je ne ferai pas de commentaire. Troisième cadeau. Voilà. The Dirt par Motley Crue. Alors ici, nous avons un livre qui, excusez-moi du terme, mais déchire tout. C'est du sans filtre, c'est du cru. Ce n'est pas de la grande littérature, mais nous ne sommes pas là pour ça. Curieuse, si nous ouvrons ce livre, qui m'a été offert, auquel je tiens, c'est que nous avons une envie irrésistible de connaître les backstage, le parcours, le pourquoi du comment d'un groupe de rock, de métal, glam, hard, trash. C'est que nous en avons envie. Nous avons envie d'une lecture de témoignages sans langue de bois. C'est que nous avons envie de frissons et nous avons aussi envie de comprendre comment les excès, la drogue, le sexe débridé, l'outrance nourrit certains artistes à tel point que quand tout ce décorum n'est plus, la magie non plus. Bon. Et puis dernier petit cadeau à mettre sous le sapin. Le guide de la foufoune sexuelle par Julia Pietri. Alors souvenez-vous du guide dessiné par Zep du zizi sexuel destiné aux jeunes, et voilà le pendant féminin signé Julia Pietri, traduit en plusieurs langues, autant vous dire qu'il cartonne. Comment découvrir son corps, observer les changements qui s'opèrent dès la préadolescence, parler de la notion de plaisir, de désir. Alors attention, évidemment, certains crieront au scandale, il n'en est rien, aucune injonction à faire de nos jeunes des êtres sexués ou sexuels, ils le sont déjà, mais peut-être qu'au lieu de les laisser seuls face à leurs propres incompréhensions, il serait intéressant de les éduquer à ce sujet si grave, entendez par là un sujet important qu'est l'intimité, le rapport à son corps et à celui de l'autre dans le respect toujours. Et puis cette notion, si ce n'est le consentement, vous savez que je n'aime pas trop cette notion, mais dirons plutôt le respect, l'attention et l'écoute, l'apprentissage de l'empathie également. Un petit livre très sympathique à mettre sous le sapin. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de joyeuses fêtes et qu'elles soient douces. Bon, mais très bien. Il y a des livres qui vous tentent dans la petite sélection ? Mais très non bien. Aucun ? Les 4 2, 3. Allez-y, Anne-Laure Buffet. Pas pour l'offrir, mais je regarderai bien les 12 étapes, mais pas pour l'offrir parce que. Ah, vous avez peur de lancer je n'ai pas peur une polémique à Noël. Je n'ai pas peur, je sais que je vais lancer des polémiques. Donc, comme j'ai pas du tout envie de me pourrir les fêtes. Vous avez des addicts dans votre entourage. Mais on est tous addicts à quelque chose. On est tous. Donc ce livre est vraiment très précieux, Brigitte. Je vous assure. Oui, mais je vous crois volontiers. Je dis juste que ça me paraît pas une très. D'abord, les gens lisent plus beaucoup, donc je suis pas sûre qu'offrir un livre. Moi, je suis plus pour offrir à ce moment-là la bande dessinée de Philippe Breneau. Oui, mais j'en avais déjà parlé. Qui au moins, il y a des images, parce que. Je suis d'humeur taquine aujourd'hui. Je suis d'humeur taquine. Mais il y a des images dans le guide de la foufoune sexuelle. Voilà. Ah, bah voilà. Des images. Très bien, très bien. Enfin. C'est pareil, le guide de la foufoune devant les grands-parents, je suis pas sûre que ce soit une très très bonne idée non plus, Soisic Belin. Mais c'est fait pour les enfants. Je crois que vous n'avez pas trop conscience de ce que c'est que l'ambiance familiale le soir de Noël. Je pense que vous allez voir. On est plutôt intime, nous, le soir de Noël. On n'est pas nombreux. Oui, mais la famille le soir de Noël, c'est l'émission qu'on va faire demain d'ailleurs avec Christophe Médici. Comment éviter les relations toxiques le soir de Noël, parce que c'est quand même. Vous êtes d'accord, Anne-Laure Buffet, c'est quand même là où ça réveille des tas de rancœurs, des tas de... Et le moindre truc peut être prétexte à créer des petites réflexions désagréables. Ou des jolies comédies cinématographiques. Longtemps avant. C'est longtemps avant. Ils attendent de cette soirée-là des miracles qui n'arriveront évidemment pas. Jamais. Et ça fait le bonheur des psys à partir du 2 janvier, parce que tout le monde vient se plaindre sur le divan. Non, mais là, je pense qu'on a déjà tous nos agendas remplis jusqu'à la Saint-Valentin, et hop, après on enchaîne sur autre chose. Mais non, mais c'est vrai qu'à partir d'octobre, on entend, en tout cas en consultation, on entend va y avoir Noël, il y aura encore machin, et j'ai pas envie d'y aller, et il y aura ma mère, il y aura mon père, et j'ai pas envie. Et il faut que je leur trouve des cadeaux, et j'ai pas envie de dépenser des sous pour mes frères et sœurs. Non, c'est triste. Ah bah oui, mais c'est la réalité. La magie de Noël. Complètement. Moi, je pense qu'il faut polémiquer tout au long de l'année pour pouvoir passer un bon Noël. Vous voyez, faut pas attendre. C'est la trêve des confiseurs en principe, mais pas chez tout le monde.
Voilà. Bon, enfin écoutez, gardez votre couleur sapin, ça vous va très bien. Merci Soisic Belin. Gabriella, bonjour. Bonjour. Alors justement, est-ce que vous aimez les fêtes, Gabriella? Eh bien, oui, dans l'ensemble, oui, mais depuis que je suis très loin de ma famille, en fait. J'adore. Voilà, et ben voilà. Bon, alors, première question. Quel serait le cadeau intime que vous aimeriez recevoir, justement, pour Noël? 2 hommes. 2 hommes? Ah bah, carrément. 2 hommes, bah écoutez, pourquoi pas, hein, ça peut être peut-être plus pour le Nouvel An que pour Noël, Gabriella. Ouais, oui, aussi, les 2. Aussi, donc ça fait 4, hein. Voilà. Très bien. Deuxième question, quelle a été la durée la plus longue d'un couple que vous avez formé? Moi? Oui, oui. Avec un seul homme, hein. 19 ans. Ah, c'est pas mal, 19 Bientôt ans. 20. Bientôt 20. Ah bah donc vous êtes toujours en couple? Oui. Ah d'accord, bah écoutez, il faut en parler à votre mari, que vous avez envie d'un 2e homme. Comment dire? Non, on dit rien, on va rien dire. On va rien dire. Bon, je sais pas, il a peut-être un cousin, un collègue, il y a peut-être quelque chose qui peut s'arranger. Ouais, on va s'en occuper. Bon, sinon vous lui dites de nous appeler, hein. On peut peut-être voir avec lui, hein. Peut-être que c'est aussi son fantasme, allez savoir. Vous savez, parfois. Ouais. Hein. On est bien surprise, oui. Hein, on est bien surprise. Bon, en tout cas, dernière question, quel est le mot que vous préférez entendre lors des ébats sexuels? Non, j'ai pas vraiment le mot. Non, j'ai pas très parole. Vous aimez le silence? Vous aimez qu'ils se taisent? Oui. D'accord. Je sais pas non, je suis pas dans le vocabulaire en fait. D'accord. Bon, eh ben écoutez, très bien. Et vous pouvez poser une question à Anne-Laure Buffet, elle vous écoute. Oui, dans sa vie, dans son parcours de thérapeute. Bonjour, excusez-moi, je ne vous ai pas salué. Mais je vous en prie, bonjour. Quelle est la plus belle chose qu'on ait pu vous rapporter dans l'histoire d'un couple? Oh, jolie question. Oui, la plus belle chose qu'on ait pu me rapporter dans une histoire de couple. C'est une très bonne question parce que comme j'entends plutôt des drames. Et oui, comme vous dites. Alors je sais pas si c'est la plus belle, mais en tout cas c'est un couple que j'évoque dans le livre, dont je pensais parler d'ailleurs donc l'occasion se présente très bien. Donc je pensais parler cet après-midi. Un couple qui s'appelle Laure et Nathan. Ils ont été mariés pendant longtemps. Ils se sont séparés avec pertes et fracas, et beaucoup de fracas d'ailleurs. Ça a été le silence radio complet, mais ajouté à ça de la haine et quelque peu du mépris pendant un certain temps. Et puis la vie de tout le monde d'ailleurs a été perturbée par le Covid. Et il s'avère que au moment du confinement, alors leurs enfants sont grands. Au moment du confinement, elle était dans un appartement qui était en plein travaux. Alors autant s'il n'y avait pas eu le confinement, elle pouvait dans la journée sortir de chez elle. Autant en plein confinement, les travaux ne se faisant pas, enfermés dans un appartement en travaux, elle pouvait pas y vivre. Et leurs enfants ont demandé à lui, donc à Nathan, s'il serait d'accord, puisqu'il était lui-même dans un assez grand appartement, s'il serait d'accord pour que leur mère vienne habiter chez le père. Ce qui s'est passé. Donc ça a été un peu compliqué au début et ça s'est finalement tellement bien passé qu'ils ne sont absolument pas en couple, mais ils ont apaisé leur colère, ils sont extrêmement amis, ils ont des projets ensemble, des projets créatifs, pas des projets de vie à deux, mais ils se sont complètement découverts autrement. Donc je trouve que c'est plutôt une jolie histoire que ce confinement qui était un enfermement, pour eux, ça a devenu la libération. Oui, ça a libéré quelque chose et ça a permis qu'ils deviennent amis. Ouais. D'accord. Et merci Gabriella en tout cas de cette question. Et puis avec plaisir. Merci. On va continuer avec Roland qui nous a rejoint dans un instant. Vous pouvez vous aussi, si vous vous posez des questions sur votre couple, vous avez peut-être envie d'un petit bilan, vous nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. 4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est avec Anne-Laure Buffet, thérapeute, que nous faisons un peu le bilan du couple. Est-ce qu'il faut rester ensemble? Est-ce qu'il est temps de se séparer? On en parle avec vous, bien sûr, sur Sud Radio. Bonjour Roland. Bonjour Brigitte. Bonjour Anne-Laure Buffet. Bonjour Roland. Donc vous êtes actuellement en couple, mais vous avez eu une rupture qui vous a beaucoup marqué, je crois. Hein? Oui, tout à fait. On avait déjà eu l'occasion d'en discuter un petit peu, et c'est vrai que cette relation, c'est une de mes premières relations qui a eu lieu dans les années 95, qui a duré environ 4 ans. C'est une relation qui était plus ou moins tumultueuse parfois, qui s'est terminée presque avec perte et fracas, puisque j'avais beaucoup de mal à accepter certaines choses et certains silences de la part de cette personne. Donc vous étiez, j'imagine, très passionné quand vous la rencontrez. Alors au début, c'était une jeune fille que je n'envisageais pas comme une relation, puisque elle m'intéressait pas plus que ça. C'était lors de nos études. Hein. On était étudiants tous les deux. Et c'est elle qui est finalement venue vers moi. Et puis j'ai appris à l'aimer, j'ai appris à essayer de me l'accaparer, parce que c'était vraiment le terme. Et puis quelque part, je pense qu'elle cherchait à échapper un petit peu à sa vie monotone qui était relativement Mais alors, dirigée. qu'est-ce qui fait que c'était tumultueux? Parce que si vous n'étiez pas très amoureux, en général, c'est elle qui était particulièrement perturbée. Voilà, en fait, c'est elle qui était intéressée au départ, mais par la suite, au fil des mois, j'ai appris à l'aimer. Je me suis beaucoup attaché à elle, et cette relation est devenue forcément très sentimentale, très amoureuse, à tel point que c'en est devenu, c'est devenu une relation de mon côté dirigée par la possessivité, en fait. Et comme à l'époque on avait moins de possibilités de sortir, puis elle habitait encore chez ses parents, elle logeait ils étaient loin de Paris. Donc c'était très compliqué pour se voir, et à chaque fois que j'essuyais un refus de sa part, que j'avais le sentiment d'avoir une sorte de rejet, j'avais l'impression qu'elle refusait quelque chose qui venait de moi, une proposition, une sortie, ou le fait de... D'accord, mais aujourd'hui, avec le recul, vous rendez compte que c'est vous qui étiez devenu possessif et que ça avait activé chez vous une angoisse d'abandon, ou bien c'est elle qui était particulièrement compliquée? Alors effectivement, la relation était compliquée parce que moi, par manque de maturité, effectivement, j'avais cet instinct, j'avais ce tempérament assez impulsif, assez direct, et elle était plutôt introvertie, assez renfermé, et c'est quelque chose que j'avais du mal et que je comprenais, que je ne voulais pas comprendre, ou que je comprenais pas du tout, par justement ce manque de maturité. Et au final, je n'avais déjà pas confiance en moi, et j'avais probablement encore moins confiance en elle. Et au final, ce que je redoutais le plus, j'ai fini par le provoquer, tout simplement. Bien sûr. Donc provoquer la rupture. Oui, complètement, parce que cette rupture a été vraiment jusqu'à la presque, on va dire, la violence. Hein. C'était des comportements. J'avais un comportement relativement violent verbalement avec elle. Et il y avait des situations. Alors je me rejette la faute totalement sur moi aujourd'hui. Hein, ça y a aucun souci. Mais c'est pas 100% de votre faute de toute façon. Soyez plus indulgents avec vous-même. Mais ce qui est intéressant dans ce que vous nous racontez, Laurent, c'est que visiblement cette rupture vous a quand même marqué. Et elle a vous a certainement fait prendre conscience, d'une certaine fragilité chez vous dans la capacité justement à aimer.
Oui, oui, mais ça j'en ai pris conscience beaucoup plus tard parce que je suis resté quelques années. Enfin, j'ai eu d'autres relations après par la suite auxquelles j'ai mis un terme très rapidement et sentimentalement, je n'y étais pas attaché du tout. Par peur de souffrir. Oui. Par peur de souffrir, hein, justement, c'était une sorte de revanche pour moi d'avoir des relations qui duraient peut-être 2 mois, 3 mois sans plus, et puis d'y mettre un terme sans forcément donner une raison ou sans forcément souhaiter revoir la personne et lui donner une explication. C'était cruel. Oui. C'est de la vengeance. Non, mais ce qui est intéressant, Roland, quand on vous écoute, c'est que de toute façon, cette première histoire, c'est quand même elle qui est venue. Donc, vous étiez de toute façon incapable de vous engager réellement dans une relation. Vous vous êtes fait avoir, si je puis dire, parce que vous êtes attaché à elle, parce qu'elle était là et que elle vous a certainement, elle a certainement réussi à vous séduire. Mais on voit bien qu'au départ, vous étiez dans une difficulté affective vis-à-vis des femmes. C'est possible. Alors c'est vrai que j'ai toujours beaucoup aimé les femmes de manière générale. J'ai énormément de respect pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles font, pour les difficultés qu'elles connaissent au quotidien dans toutes les situations, que ce soit professionnellement parlant ou en tant que mère tout simplement. Mais ça c'est un joli discours, Roland. Mais c'est pas aimer une femme. Oui, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis marié depuis quasiment 20 ans. Et vous aimez cette femme? Bien sûr. Ça, c'est un beau discours. Vrai. Oui. Donc vous avez réussi à vous engager? Totalement, puisqu'aujourd'hui on a 2 beaux enfants, on a une vie stable. Et c'est vous qui êtes tombée amoureuse, c'est elle? Comment ça a démarré votre histoire? Alors, on s'est rencontrés un petit peu par hasard lors d'une soirée j'étais parti avec un ami. Oui, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça s'est passé. Vous avez flashé, c'est elle qui a flashé. Qu'est-ce qui s'est passé là la première fois que vous la voyez? On a flashé tous les deux, en fait. Coup de foudre. Oui, en quelque sorte. Enfin, je pense que le coup de foudre est d'abord venu d'elle au départ, parce qu'elle était assise à une autre table, et puis j'avais flashé surtout sur ses lunettes, en fait. Elle avait de très belles lunettes, et du coup, après coup, j'ai demandé à un ami qui était à sa table de me la présenter, puis on s'est retrouvés quelques jours plus tard. On a appris à se connaître, et puis maintenant on est mariés, et on a 2 enfants. On affronte les difficultés de la vie ensemble et puis on essaye de faire face à ces problèmes-là que je viens d'évoquer justement. Elle est au courant de ces difficultés que j'éprouve aujourd'hui par rapport à cette ancienne relation qui m'a beaucoup marqué et je trouve notamment dommage de ne pas être resté. Enfin, je parle pas d'amicalité, mais je trouve dommage de ne pas être resté en relation ou du moins en contact avec cette personne, parce que j'ai quand même aujourd'hui malgré tout beaucoup d'affection pour elle, même si je la vois plus du tout, même si j'ai plus aucun contact, et j'aurais aimé. On a l'impression derrière ce que vous dites que quelque part vous regrettez quelque chose par rapport à cette relation. Il y a un truc qui est pas réglé. Non, parce que j'ai le sentiment que plus de 90% des torts sont de mon côté, et c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de régler ça. Roland, faites la paix avec vous-même, et vous pourrez la faire en comprenant pourquoi vous étiez comme ça à cette époque de votre vie, parce que forcément c'est votre propre parcours qui explique tout ça. Mais faites la paix, parce que vous savez, dans nos vies amoureuses, on fait des erreurs, on fait souffrir, mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, comme le dit joliment Anne-Laure Buffet.
Merci en tout cas de ce témoignage. On va continuer après les infos. Vous aussi, venez nous raconter peut-être la rupture qui vous a marqué, si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Et puis alors la petite devinette du jour, celle-là elle est très très mignonne. Elle s'introduit dans une cavité chaude, elle fait des va-et-vient répétés, elle mesure rarement plus de 15 cm. Et une fois son action terminée, elle laisse quelques traces blanchâtres. De quoi s'agit-il? La réponse après les infos. Sud, 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et le couple, oui, on se rencontre, on s'aime, et puis il faut arriver à avancer ensemble pendant des années. C'est pas si simple. On en parle avec Anne-Laure Buffet, auteure de nombreux livres, dont Ces séparations qui font grandir aux éditions Erol. Et puis on va reprendre Philippe qui est avec nous dans un instant, mais je voudrais d'abord la réponse à ma devinette. Elle s'introduit dans. Alors, je vais vous donner la réponse d'abord, comme ça vous comprendrez mieux tout ce qu'elle fait. Merci Brigitte. En fait, c'est la brosse à dents. Parce qu'en fait, elle s'introduit dans une cavité chaude. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Elle fait des va-et-vient. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Répétez d'ailleurs ces va-et-vient. Vaut mieux d'ailleurs. Elle mesure rarement plus de 15 cm. Vaut mieux. Vous êtes d'accord? Et une fois son action terminée, elle laisse quelques traces blanchâtres. C'est vrai aussi. Et ben voilà, c'est donc la brosse à dents. N'allez pas chercher autre chose. Mais je n'avais rien cherché, moi. Rien du tout. D'accord, c'est bien. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Philippe. Alors, vous avez vécu une rupture difficile il y a 6 mois, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Je vous avais appelé déjà à ce sujet-là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Écoutez, voilà. Si vous m'en dites plus, ça va me revenir, mais c'est vrai que je ne suis pas... je n'ai pas une mémoire d'ordinateur, voilà. Oui, c'était un peu compliqué, ça s'est fait subitement, voilà, puis je me demandais pourquoi, c'était très compliqué. Et puis, d'ailleurs, vous m'aviez conseillé d'aller voir quelqu'un aussi pour en parler. Et puis, depuis, ça va vraiment beaucoup mieux. C'est vrai. Tant mieux. Ouais. Et donc, c'est elle qui est partie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à la suite d'une tromperie. Elle est partie en 15 jours de temps. Avec quelqu'un d'autre, ouais. D'accord. Voilà. Mm-hmm. Et voilà, ça a été très compliqué. Voilà, et surtout soudain, si je comprends bien. C'est ça, tout à fait, soudain. Ouais, vous n'y attendiez pas, oui. Sans explication, voilà, j'en ai eu un petit peu par la suite. Bon, après, quand c'est comme ça, il y a toujours des défauts des deux côtés, mais après, on s'en rend compte par la suite, quoi. Voilà. C'est intéressant, hein, il y a des défauts des deux côtés, mais on s'en rend compte par la suite, parce que c'est vrai que la personne qui est quittée, déjà, il faut qu'elle subisse ce choc. C'est indéniablement un choc que d'être quittée. Donc, elle peut pas se dire dans le même temps, non seulement je suis quittée, mais en plus, je suis peut-être en tout ou partie responsable ou à l'origine de cette rupture. Donc, c'est un travail. C'est pour ça que je dis qu'il y a rupture et séparation. C'est pas vraiment le même temps. La séparation, c'est plus long que la rupture. Et il y a tout ce travail aussi qui va se greffer après l'acceptation, quand elle est possible, de la rupture. C'est accepter le rôle ou la part que l'on avait dans la relation et qui a pu participer de la dégradation du couple ou même parfois causer la rupture. Donc c'est tout un processus de réflexion. C'est pour ça que je dis que ça fait grandir, puisque plus on réfléchit sur soi et plus on est à même de se confronter à soi et plus on est à même de sortir des méandres que l'on traverse parfois. Et donc elle part pour un homme dont elle est amoureuse, j'imagine. Elle est partie pour... Oui, je pense, oui, j'ai pensé, oui. Après, ça n'a pas duré, puisque ça a duré 2 mois, et puis... d'accord, voilà, après, oui. Donc en plus, elle est partie sur un coup de tête qui peut-être... Sur un coup de tête, oui. Oui. Et vous êtes revus depuis ? Ah oui, on a une fille en commun aussi, donc c'est pour ça que la frontière entre l'amitié et l'amour, c'est toujours difficile, et surtout quand on a des enfants, quoi, parce que on est forcément amené à se revoir pour son éducation, pour l'école, pour plein de choses, pour organiser les choses. Donc c'est vrai que c'est toujours assez compliqué, quoi. Oui, mais là, vous avez pris conscience quand même que elle part un peu comme ça, d'une manière un peu irraisonnée quand même, parce que vis-à-vis de votre fille, vis-à-vis de vous, et puis de toute façon pour partir, pour que la rupture au bout de 2 mois soit faite, ça montre bien que c'était un coup de cœur. C'était vraiment sur un coup de tête, et puis voilà, ça c'est toujours pas résolu, je sais pas, parce que toute seule c'est un peu plus compliqué.
Et sa fille lui en veut beaucoup d'ailleurs. Sa fille veut pas aller chez elle. Votre fille. Ouais, notre fille, oui. Sa fille, oui. Elle a quel âge, votre fille? Elle a 13 ans. Bah oui, c'est un âge où on commence à être un peu adulte et on peut en effet en vouloir à l'un ou l'autre des parents d'ailleurs, c'est pas toujours. Ça vous dérange que votre fille ne veuille pas aller chez sa mère? Ou c'est un constat? Au début, je vais être honnête, au début, c'était plutôt sympa. bien pour moi. Ouais, sympa. On s'est beaucoup rapprochés, voilà. On s'est beaucoup rapprochés, ça, voilà. Mais après, effectivement, comme avec le temps, c'est pareil. On se dit, mais de toute façon, c'est sa mère, ça reste sa mère, ça restera sa mère tout le temps. Et, en tout cas, bravo Philippe, parce que vous semblez avoir acquis un peu de sagesse là. Oui, c'est les ruptures, ça fait grandir. Ça fait grandir, oui, tout à fait. Oui. Non, mais c'est vrai, Anne-Laure. Oui, non, mais je ris, mais si je l'ai écrit, c'est que je le pense. Oui, les ruptures, ça fait grandir et y a pas. J'ai dit nananaire sur le début à propos de la fille de Philippe. Quand il dit au début, j'étais d'une certaine manière, on va dire, content qu'elle ne veuille pas y aller chez sa mère. Oui, parce que et c'est assez humain quand même. C'est elle me quitte, elle me trompe, elle disparaît du jour au lendemain. Ben, si sa fille veut pas y aller, finalement. C'est une espèce de réparation pour vous, mais avec ce recul maintenant qui est, ça reste quand même sa mère, elle reste quand même sa fille, et d'une certaine manière, votre fille n'a pas à prendre votre parti ou votre défense, c'est une autre histoire, l'histoire qu'elle doit avoir avec sa mère. Donc c'est vrai que aller vers l'apaisement est plutôt une bonne chose pour tout le monde. Après, ça n'empêche pas l'incompréhension s'il n'y a pas de communication ou si les choses n'ont pas été dites au moment de la rupture. Ça n'empêche pas. Mais essayer d'aller vers un peu plus de paix pour tout le monde, c'est peut-être un peu plus constructeur. Alors aujourd'hui, vous semblez déjà avoir un peu digéré cette rupture, Philippe. Est-ce qu'au fond, vous regrettez qu'elle soit partie ou finalement vous considérez que c'était peut-être ce qu'il y avait de mieux par rapport à l'histoire que vous êtes, là où vous en étiez de votre histoire? Non, je regrette toujours. Je regrette la façon dont ça s'est fait. Je regrette parce que je pense que dans un couple, ce qui est important, c'est de discuter et on peut toujours essayer de se remettre en question. Moi, j'ai jamais refusé de me remettre en question. Et vous seriez prêt éventuellement à repartir avec elle si elle le désirait? Moi, c'est très compliqué là. Quand faut faire confiance, moi, c'est la confiance, c'est quelque chose qu'il faut gagner. Et je veux surtout pas après me dire que est-ce qu'il va se passer quelque chose, est-ce que surveiller, enfin, au moindre. Oui, en même temps, il semble bien qu'elle ait eu un coup de cœur. C'est un coup de cœur, ça arrive pas tous les jours. Pas tous les jours, non. Ouais, c'est quelqu'un qui a des difficultés des relationnelles avec les autres quand même. C'est un petit peu compliqué, ouais. En tout cas, vous pouvez pardonner le fait qu'elle vous ait quitté, mais c'est pas pour autant que vous allez pardonner au point de reprendre une histoire et oublier totalement ce qui s'est passé. Tout à fait. Même si moi, je suis pas bien, je vis pas ça bien, tout seul. J'ai envie de refaire ma vie. Mais là, c'est pas évident parce que en plus, j'ai à 5 ans. Je crois qu'on a perdu Philippe. C'est important quand même parce que ça fait quelques mois que Philippe est séparé. Moi, je pense que c'est quand même important. On sent bien que cette femme, elle est peut-être un peu plus immature que Philippe, mais ça peut être important quand même de comprendre à un moment donné que si on aime vraiment quelqu'un, parfois il faut pouvoir pardonner aussi. Je dis pas, c'est Philippe seul qui peut évidemment répondre, mais. Oui. Alors, en fait, je crois que quand on n'arrive pas à pardonner, c'est que soi-même, on est encore. Ça questionne encore quelque chose. Après, je pense qu'on peut pardonner
que soit parce que la confiance a été brisée, soit parce que ce temps de séparation a permis une réflexion personnelle, on peut pardonner sans pour autant reprendre une histoire. Il n'y a pas vraiment de règle. Non, bien sûr. Mais on entend bien, je crois qu'on a retrouvé Philippe, on entend bien, Philippe, que vous n'êtes pas détaché de cette femme pour l'instant. Non, c'est ce que je disais, par la force des choses. De toute façon, on ne peut pas se détacher. On n'aurait pas eu une fille en commun, ça aurait été beaucoup plus facile. Hein. Mais ouais, par la force des choses. Vous savez, on peut en arriver parfois à être quitté, et au moment où on est quitté, on se rend compte que finalement, de toute façon, on n'était plus du tout en amour. Ça arrive aussi. Hein. Donc je crois que c'est important pour vous quand même de comprendre où vous en êtes sur le plan affectif vis-à-vis de cette femme, indépendamment du fait que c'est la mère de votre fille, parce qu'on entend bien à quel point c'est important pour vous, et c'est tout à votre honneur d'ailleurs. Oui, ça c'est oui, et on fait pas des enfants avec quelqu'un qu'on n'aime pas et qu'on ça arrive. Hein. Oui, ça peut arriver. Je vais vous dire, Philippe, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'elle était presque plus, ou qu'elle est même avant la rupture, qu'elle était déjà plus la mère de votre fille que votre compagne. Il y a une espèce de déférence, comme le souligne Brigitte, vis-à-vis de la mère qu'elle est, et qu'elle a peut-être pas, elle s'est peut-être plus assez sentie comme étant votre femme. Oui, peut-être, oui. Mais j'en sais rien, je dis ça, c'est une espèce d'interprétation que je fais à la sauvage en vous entendant rapidement. Mais que peut-être elle avait besoin, puisqu'elle est partie sur un coup de tête en rencontrant quelqu'un d'autre, peut-être qu'elle avait besoin de se retrouver comme femme et un peu moins comme mère. Oui, tout à fait. Sûrement. Mais c'est pour ça que je dis, il y a des erreurs des deux côtés, hein, de toute façon, toujours dans une séparation, toujours. Ça, on voit pas. Essayez le plus possible de faire la paix, parce que c'est parce que vous ferez la paix que votre fille sera plus apte aussi à faire la paix avec sa mère. Oui. Je m'entends bien avec elle et on se parle beaucoup. On se voit pratiquement tous les jours. Hein. Après, quand elle a besoin de quelque chose, mais ça, je suis trop gentil sûrement, mais ça, j'assume. J'assume. Voilà, si ça vous fait du bien d'être gentil, on n'a pas à juger, vous savez. En tout cas, même si ça peut être préjudiciable pour d'autres relations, parce que effectivement. Si vous avez envie de vivre avec quelqu'un d'autre, il faudra un petit peu vous éloigner de cette femme, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis l'idée de reprendre avec elle me paraît pas complètement idiote dans votre cas, parce que je sens bien qu'il y a un lien fort qui pour l'instant n'est pas du tout coupé. Pas réglé. Alors voilà, après c'est à vous de choisir. Hein. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Merci Philippe en tout cas de cet échange. Allez, on fait une petite pause, Anne-Laure Buffet, et on se retrouve sur Sud Radio avec un autre témoignage. C'est Jocelyne qui nous a rejoint. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Anne-Laure Buffet est avec nous. Nous évoquons les ruptures et puis on essaye aussi d'évoquer les couples et les raisons qui font qu'un couple peut durer ou pas. Sébastien, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Moi je vous appelle. Moi j'ai vécu une séparation il y a 9 ans maintenant. Oui. Donc c'était dur, très dur sur le moment. Il y avait 2 enfants en bas âge de 1 an et 4 ans. Et mon ex-copine, elle m'a trompé avec quelqu'un avec qui elle est toujours de nos jours. Et donc ce qui avait été dur, la tromperie en plus, où j'ai douté sur les derniers moments avant qu'elle l'avoue. Enfin, ça a duré quelques mois. J'en étais même à mettre un GPS dans la voiture pour savoir où elle allait. Plein de choses comme ça. Et et après élever 2 enfants en bas âge, une semaine sur 2. Au tout début même, on disait, c'est moi qui proposais, je voulais faire un jour, quelque chose d'impossible, mais n'ayant pas d'expérience, n'ayant pas de... Un jour, surtout avec des enfants d'1 an, c'est terrible. Déjà 1 an, c'est difficile pour l'enfant de changer toutes les semaines de foyer, et c'est difficile pour les parents aussi, de toute façon. Et puis il n'y a pas de séparation dans ce cas-là, en fait. Et oui, tout à fait, oui. Et puis je me suis vite aperçu que c'était... Au bout de 2-3 jours, j'ai vu que c'était infaisable, impossible à gérer.
Voilà, donc. Mais c'est difficile aussi quand on se sépare avec des enfants en bas âge, parce qu'on se sépare aussi un peu de ses enfants. Et on les prive d'une vie de famille harmonieuse. Hein. Donc ça rajoute de la difficulté à arriver à dépasser la rupture. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Après, ceci dit, maintenant je positive. Il y a eu quelques mois de difficile au début pour se retrouver seul dans une maison avec 2 enfants petits. Il faut s'adapter à plein de choses. Mais j'ai trouvé plein de points positifs par la suite. C'est-à-dire que je suis persuadé, je n'aurais jamais été aussi proche de mes enfants si ça n'était pas arrivé. C'est-à-dire quand on est un couple, voilà, il y a des temps, voilà, je prends des exemples, le mari va dehors faire quelque chose, et là j'étais sans arrêt avec eux pour tout, hein, pour des tâches quotidiennes ou des activités, et je suis certain que j'aurais été moins proche d'eux s'il faut. Enfin, oui, je comprends bien. Pendant une semaine sur 2, vous étiez père à plein temps. C'est ça. Et j'ai fait, voilà, ça fait peut-être 10 ans maintenant, voilà, c'est comme ça. C'est une semaine consacrée quasi aux enfants, une autre semaine. Et voilà, oui, mais j'entends ça aussi de la part des femmes qui disent c'est super, pendant une semaine j'ai vraiment le temps de m'occuper de mes enfants, je m'y consacre à eux, puis j'ai une semaine où je suis libre. Oui, c'est ce que je dis souvent moi en consultation. C'est alors plus aux mères qui voudraient vraiment la garde principale, c'est de dire attendez, réfléchissez parce que alors je parle pas des situations où il y a de la violence, hein, ça encore on va le mettre de côté, mais de dire vous n'êtes pas qu'une mère, vous êtes aussi une femme. Si vous avez la résidence principale des enfants chez vous, ça veut dire que vous devrez être pleinement mère, parce que quand ils sont petits, vous allez hésiter à sortir, hésiter à inviter, hésiter à en fait avoir une vie de femme. Et pour un homme, enfin pour un père, c'est exactement la même chose. Donc c'est vrai que se dire, et comme vous le dites, se dire j'ai pu pleinement profiter de mes enfants, les voir grandir et être père plus peut-être que je l'aurais été, en tout cas dans le temps. Je me suis senti peut-être mère, j'ai été mère des fois, enfin voilà, j'étais. Et en tout cas, vous avez été là. Ça c'est clair. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai été là et voilà, j'aurais peut-être été. C'est mon ressenti, j'aurais peut-être été un peu moins proche si le couple avait continué. Enfin, je sais pas, je le ressens comme ça. Peut-être que vous auriez en effet été plus souvent absent qu'elle, et puis elle aurait pris plus la place de parents. Voilà, où il y aurait eu plus un partage qui se fait, tandis que là, les premières années, parce qu'après j'ai refait ma vie, j'étais seul à les éduquer, enfin, c'était ma semaine. Et donc aujourd'hui, vous avez refait votre vie, si j'ai bien entendu, donc... J'ai refait ma vie, oui, depuis 4, 5, 6 ans. Ouais. Oui. Et votre nouvelle compagne, ça va avec les enfants Alors, on va dire que oui, dans l'ensemble, c'est très bien. Il y a toujours des petites difficultés là. Voilà, maintenant ils ont 11 et 13 ans, bientôt 14. Et il y a quelques petites tensions sur les petits trucs. Et bon, c'est pas évident à gérer sur des tâches quotidiennes ou un peu à l'école. Elle a des enfants ou pas, elle? Non, elle en a pas. J'y ai laissé la possibilité d'en avoir. Et non, elle a dit que non, c'était bon. Donc là elle a 40 ans passé et... D'accord, mais elle n'en veut pas, c'est sa décision qui a été prise. Quand on s'est mis ensemble il y a 6 ans, j'ai laissé la possibilité d'en avoir un 3e si elle avait voulu. Et voilà. Alors peut-être qu'elle a vu que éduquer n'était pas simple aussi. Elle me le dit en rigolant de temps en temps, mais elle dit on fait des enfants, mais après on s'aperçoit que les éduquer c'est pas facile tous les jours. Non, c'est pas facile tous les jours. Mais bon. Mais c'est pas facile d'être belle-mère non plus. Ah oui, non, mais tout à fait. Je dis pas. Non, mais après, ça se passe. Dans l'ensemble, ça va très bien. Parce que je sais que c'est pas facile. Non, mais si vos enfants, visiblement, vous avez fait tout ce qu'il faut pour être un bon père, donc ils sont bien éduqués et donc ils respectent de son côté. Exactement, ils respectent votre compagne. Je crois que très souvent, quand ça se passe mal, c'est que quelque part les enfants sont un peu trop gâtés et ont tendance ou tiraillés. Mais quand tous, et visiblement vous êtes en bon terme aussi avec leur mère. Depuis le début, on a évité de se tirailler avec sa maman. Voilà. Moi, j'ai eu les premiers mois la première année on va dire de la haine, que j'ai jamais retransmis aux enfants ou quoi que ce soit, mais j'étais là. Oui, vous êtes senti trahi. Mais comme vous disiez votre interlocuteur juste avant,
la faute venait des deux côtés. Hein. C'est-à-dire, il y a eu un manque de communication ou plusieurs choses qui se sont accumulées et au bout d'un moment, c'est un collègue de boulot avec qui s'est passé ce qui s'est passé. Mais vous voyez, on ne le dira jamais assez. Hein, là encore, on le voit bien. Hein, le dernier avait 1 an. On voit bien hein, le devenir parent, ça fait partie des moments délicats d'un couple. Et peut-être qu'on prépare pas assez aujourd'hui encore les couples à être parents et ça crée des ruptures, ça crée des difficultés. Bon là, visiblement tout se passe bien et je crois que vous faites preuve aussi de beaucoup de sagesse, Sébastien. Mais peut-être que un peu mieux prévenu l'un et l'autre de ce que vous allez traverser en tant que parent, vous aurez peut-être aidé. Bon, maintenant vous êtes heureux avec une autre femme et peut-être qu'elle aussi, donc tout va bien. Mais c'est vrai que l'arrivée d'un enfant, c'est toujours compliqué parce que soi-même, tout d'un coup, on peut être bouleversé par rapport à des schémas ou un vécu qu'on a eu. Il faut intégrer celui de l'autre et puis il y a indéniablement la présence de cet enfant qui prend du temps, qui en demande. Mais oui. Et qui en même temps est là et en principe a été désiré, a été souhaité. Donc beaucoup de personnes se retrouvent tiraillées entre la concrétisation de leurs désirs et puis tout d'un coup la prise de conscience que peut-être ils étaient immatures et peut-être ils n'ont pas grandi assez vite avant d'avoir un enfant et cet enfant il est là et l'autre devient parent, il est plus forcément amant. Enfin tout ça est compliqué évidemment. Alors une petite pause. Merci en tout cas Sébastien de ce témoignage et de cette sérénité que vous dégagez. On va retrouver le Love Conseil. On va tester un jeu, on va jouer avec notre grand sapin de Noël et puis on va entendre une auditrice qui est là, qui assiste à l'émission. Tout ça, c'est dans un instant. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Anne-Laure Buffet, j'ai trouvé un Love Conseil qui est une sorte de test qui peut peut-être aider les couples. Ah. Et oui, ça. Je croyais que c'était pour moi. Non, je me permettrai pas de mettre mon nez dans votre couple, Anne-Laure Buffet. Bon, ça s'appelle le temps de l'amour. Et donc c'est un test que vous allez faire durant une journée ou pourquoi pas durant une semaine. Vous allez calculer le nombre d'heures que vous consacrez à votre travail, à votre bien-être, à vos enfants ou à vos animaux si vous n'avez pas d'enfants, à d'autres personnes, à des activités quotidiennes et à votre partenaire. Donc, vous allez calculer le temps que vous passez justement avec votre partenaire. Ensuite, vous allez constater si vos priorités sont respectées. Parce que si vous passez beaucoup de temps avec votre partenaire ou si vous passez pratiquement pas de temps avec votre partenaire, vous aurez quand même une petite indication. Et peut-être que votre partenaire, il va peut-être avoir envie qu'on s'occupe un peu plus de lui. Et c'est comme ça que commencent les infidélités. Vous êtes bien d'accord? Voilà. En fait, c'est un exercice très objectif qui va être riche en enseignement. Alors évidemment, il n'y a pas de temps parfait. Hein, je vais pas dire qu'il faut passer autant d'heures avec son partenaire dans la semaine, mais c'est quand même un exercice. Si vous le faites vraiment bien pendant une semaine, vous allez pouvoir vous rendre compte que votre emploi du temps, il est peut-être pas tout à fait ajusté à vos désirs et à vos envies. Et à ce moment-là, c'est peut-être intéressant de voir comment vous pouvez modifier tout ça. Parce que je rappelle une chose, il y a beaucoup d'inégalités, hein, mais il y a au moins une égalité pour tous. On a 24 heures par jour. Comment on les répartit? Et ça, c'est le choix de chacun. Et quoi qu'on en dise. Je vois que Soisic n'a pas l'air de tout à fait d'accord, mais je suis désolée. Si on habite trop loin du lieu où on travaille, on peut déménager. On peut tout aménager à partir du moment où on prend conscience qu'il y a quelque chose qui nous... Après, je suis d'accord que c'est pas toujours simple, mais on peut au moins faire l'effort de voir qu'est-ce qui ne va pas dans notre répartition des 24 heures. Vous êtes d'accord? Je suis parfaitement d'accord. Bon. Le temps passé... Enfin, il faut faire attention à ce que les temps ne se superposent pas. C'est-à-dire que les personnes qui vont dire, non mais par exemple, sur le trajet pour aller au travail, en même temps je pense aux enfants, à mon conjoint, à la belle-mère. J'appelle mes parents. Ça va pas. C'est à la limite, ne faites rien, soit vous lisez si vous n'êtes pas en train de conduire. Mais ce temps-là, il doit pas être... il doit pas être consacré à déjà régler d'autres problèmes. Et non, il y a des moments où il faut aussi souffler. Ce temps-là peut être consacré à soi. Et vous avez remarqué que je
je passais en revue le bien-être, hein, c'est-à-dire le temps qu'on s'accorde pour soi. Si vous prenez une douche très vite tout en avalant votre café pour pas perdre de temps, c'est que quelque part quand même vous réglez peut-être pas très bien votre emploi du temps. Hier, c'était intéressant, on avait un médecin, Daniel Ballesteros, qui disait que pour lutter contre le stress, il faut ralentir. Ouais, bah oui. Et peut-être que c'est bien de le rappeler aujourd'hui. Oui, il faut ralentir. Comme toutes les invitations qu'il y a, bien sûr la méditation, mais à la marche. À marcher. Alors Dieu sait qu'on nous a dit qu'il fallait courir pour la santé. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut marcher, mais la marche est d'abord moins dangereuse et beaucoup plus saine. Et quand je dis moins dangereuse, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, j'ai lu un article dans un journal fait par un sociologue du sport qui disait à quel point les obsédés du jogging et du running et de s'acheter le survêt qui va bien et puis le bon étui pour le bon iPhone pour bien calculer les kilomètres et la respiration, etc. À quel point ça devenait dangereux parce qu'ils le font sans préparation, au risque de se faire des claquages si ce n'est bien plus grave. Donc non, courir n'est pas forcément une activité. Non, et la marche, c'est en marchant qu'on a le temps d'avoir l'esprit qui vagabonde, qu'on a le temps. Ça libère beaucoup de choses, la marche. Et en même temps, on fait fonctionner le corps. Donc je suis d'accord avec vous, la marche avant tout. Exactement. Alors, nous avons Guillaume qui est avec nous. Vous avez testé ce jeu, un jeu coquin pour couple, Sensation osée, que l'on retrouve évidemment sur l'enseigne rudesplaisirs.com. Alors moi, j'ai devant les yeux également ce jouet. Alors, je suppose qu'on avance avec des dés et on tombe sur différentes cases. Hein, c'est bien ça? Bonjour Guillaume. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Anne-Laure. Bonjour Guillaume. C'est bien ça, hein, on lance un dé, puis on avance. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son pied? Alors, oui, c'est ça, mais malheureusement, on ne jette pas des dés, on n'en jette qu'un seul. Voilà, on ne pourra pas faire mal. Excusez-moi. Le dé est jeté. Et alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous a amusé? Vous avez joué avec votre partenaire à plusieurs? Non, alors j'ai joué avec ma partenaire, évidemment, et c'est un jeu qui ne se joue qu'à deux, en couple, donc ne pas chercher à appeler le voisin, ce serait toujours un peu délicat. Oui, c'est mieux de jouer à deux. Et c'est donc un jeu qui nous permet de développer nos 5 sens. Oui, tout à fait. Bon, et vous arrêtez, je suis obligée de vous tirer les verres du nez là, Guillaume, c'est vous qui avez testé, allez-y, racontez-moi. Guillaume. Alors, écoutez, c'est un jeu donc avec une planche de jeu, vous savez, un peu comme le jeu de loi, avec donc un dé et chacun son jeton. On avance au fur et à mesure sur des cases, et les cases donnent droit à une action à faire ou un petit défi. Des défis qui donnent droit à des coupons faveurs. Et c'est ça le plus intéressant dans ce jeu. Des coupons faveurs, d'accord. Oui. Alors il y a un bandeau, il y a un jouet même qui est offert avec le jeu. Oui. Une huile de massage, un sablier. Oui, c'est rigolo. On peut passer une bonne soirée. C'est rigolo, non? En tout cas, on a rigolé, c'est sûr. Oui. Enfin, rigolo, c'est peut-être pas le terme. Mais comme c'est un qui apprend à nous découvrir nos sens, il est clair que quand on met le bandeau et qu'il y a un défi comme faire deviner une partie de son corps uniquement avec ses lèvres, par exemple, on se rend compte que c'est particulièrement quand même difficile. Mais c'est assez rigolo. Oui, moi je trouve que c'est pas mal, ça permet de se découvrir autrement. Oui, non, c'est sympa. Hein, je joue. Vous pouvez jouer, Anne-Laure. Écoutez, vous l'emportez et puis vous jouerez ce soir avec votre chéri, il n'y a pas de souci. En plus, il est relativement bon marché, 39,90 €, ça va, ça reste abordable. Et bon, et ben un voilà. bon cadeau de Noël à faire. Pourquoi pas Il y a des défis. Ben voilà, c'est les fameux défis. Alors, oui. Alors pour nous, c'est vraiment la partie qui était vraiment la plus intéressante, parce qu'évidemment, en étant curieux, quand on commence à déballer le jeu, on voit les cartes défis et on commence à en lire une ou deux, évidemment. Et c'est justement avec le peu qu'on a lu qu'on s'est dit que le jeu allait pouvoir être intéressant, parce que les défis étaient vraiment sympa. Intéressant à faire, et les coupons faveurs aussi, c'est vraiment ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que ce sont des coupons faveurs que vous gagnez tout au long de la partie et qui sont valables pendant les 30 jours qui suivent. D'accord. Voilà. Oui. Donc ça vaut le coup de bien jouer et de gagner. Hein. De bien les jouer, de bien les gagner. Alors le jeu permet aussi de se les échanger ou de se les retirer.
Et c'est celui qui, une fois que tout est distribué, celui qui en a le plus, on va dire, c'est pas qui a gagné, mais le jeu se termine en tout cas quand tous les coupons faveurs ont été distribués. D'accord. Écoutez, je trouve que ça a l'air assez sympa ce jeu, franchement. Écoutez, merci Guillaume en tout cas de l'avoir testé. Quelle note vous lui donnez ? Alors je vais lui donner on va dire un petit 7 sur 10 parce que bien que les défis et les coupons faveurs étaient vraiment très intéressants à faire et c'est ce qui nous donne envie d'y rejouer. Par contre, on l'a trouvé un petit peu long sur les autres cas sur lesquels on pouvait tomber. On remporte pas des cartes défis à chaque fois, donc il faut tomber sur la bonne case pour les avoir. Et oui, du coup ça dure longtemps quoi. Voilà, ça dure longtemps, on y a joué, on a peut-être fait un tour de plateau, on a mis déjà 1 heure, donc bon. D'accord. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout et d'avoir testé le jeu vraiment comme il faut, Guillaume, je suis ravie. Bon, en tout cas, c'est peut-être sympa comme jeu coquin pour coupe, sensation, osez, vous le retrouvez sur l'enseigne ruedesplaisirs.com si vous avez envie d'en profiter, n'hésitez pas. Merci beaucoup Guillaume. Alors, c'est le moment de jouer maintenant à notre jeu Grand Sapin de Noël. Et donc, vous allez pouvoir ouvrir votre cadeau de Noël en direct sur Sud Radio et peut-être que vous allez gagner ce fameux iPhone 12 ou bien une paire d'AirPods ou une console Switch Collector en tirage limité gueule du rugby. Et puis, il y a bien sûr bien d'autres cadeaux à gagner. Vous le savez, il suffit de nous appeler au 0826 300 300 et c'est notre 18e appel qui sera notre gagnant. Demain, je l'ai déjà dit, on sera avec Christophe Médici. On évoquera les relations conflictuelles lors des fêtes avec Christophe Médici. Mais tout de suite, j'ai le plaisir d'accueillir Yael. Bonjour. Bonjour Brigitte. Merci d'être là et d'accepter de témoigner parce que vous êtes une auditrice de la première heure en quelque sorte. Oh oui, ça fait bien longtemps que je vous écoute depuis 21 ans. Depuis le début, je crois. Ouais. Et vous m'avez accompagnée pendant toutes ces années. Vous m'avez aidé à grandir et à mieux me connaître et à connaître les autres. Et je vous remercie infiniment pour cela. Et alors c'est mignon parce que vous êtes venu avec votre fille qui justement a 21 ans, hein, donc qui peut-être dans son berceau déjà entendait ma voix. Hein, exactement. J'ai 3 filles aujourd'hui qui connaissent très bien votre voix parce que la radio est allumée. Sur Sud Radio en permanence maintenant, puisque je travaille beaucoup de chez moi, donc du coup j'écoute aussi les autres émissions, mais c'est vrai que je vous écoute très 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 régulièrement. Alors merci déjà de votre fidélité. Et alors vous avez eu envie de venir, d'assister, et puis je me suis dit après tout pourquoi pas, donc on a accepté que vous veniez. Vous assistez à l'émission là depuis 14h. Quelle est la différence entre le fait de l'écouter à la radio et puis d'être là dans le studio ? Eh bien, alors ce que j'ai remarqué tout de suite, c'est vraiment l'ambiance intimiste de ce lieu. On n'imagine pas trop quand on est chez soi. Moi, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde, déjà ici. Donc, ce qui est très sympa aussi, c'est de voir en vrai les intervenants que j'ai l'habitude d'entendre, donc de mettre des visages sur des voix que je connaissais. Et surtout, j'ai l'impression d'assister de façon très privilégiée à des petits moments qu'on ne voit pas de chez soi. Et c'est ces moments où vous parlez entre vous, sur les pauses. Oui, bien sûr. Vous parlez entre vous de ce qui vient d'être dit, où vous échangez vos impressions. Et je trouve que c'est d'une grande richesse. C'est très, très, très intéressant. En tout cas, souvent, mes invités sont des invités récurrents. Anne-Laure Buffet, je ne sais pas depuis combien de temps vous venez, mais 3 ans. Au moins 3 ans. En tout cas, c'est vrai qu'il y a souvent une grande complicité. Et ça, vous la sentez plus dans le studio qu'à l'antenne ? Ah, on la sent aussi à l'antenne. Je la sens à l'antenne. Oui. Je sens même quand... maintenant, je dis ça, vous avez pas paraître 21 ans d'expérience. Voilà, exactement, donc j'ai l'impression un peu de vous connaître aussi. Mais je sens même quand, par exemple, vous pouvez être agacé ou que vous pouvez être très ému. Moi, agacée, jamais. Je ne suis jamais agacée. Non, pas souvent. Si. J'ai une forte personnalité, je le reconnais. Et voilà, c'est quelque chose que je perçois, oui, bien sûr, très très bien quand je suis chez moi aussi. Mais là, c'est vrai que on voit la complicité en vrai, donc c'est
c'est d'autant plus intéressant, effectivement. Et alors, à part Anne-Laure Buffet, évidemment, quels sont les invités particulièrement que vous aimez, que vous avez envie d'entendre? Le docteur émotion, alors attendez, c'est Robert Zwilly. Oui, voilà, oui. Robert Zwilly, j'aime beaucoup quand il intervient. J'avoue que j'apprécie énormément. Il y a aussi, là je suis très émue, donc j'ai des trous de mémoire sur les noms, mais il y a le Michel Odoul, que j'apprécie beaucoup parce qu'il nous apprend énormément de choses sur justement notre corps et sur les mots qu'on peut avoir. Et puis, vous voyez, ce qui est intéressant, et c'est peut-être comme ça que je choisis aussi mes invités, j'essaye et souvent d'ailleurs, je les vois hors antenne, Anne-Laure Buffet, on a déjà déjeuné ensemble, etc. J'essaye toujours d'avoir des invités qui sont cohérents entre leur discours et ce qu'ils sont. Et ça fait partie de mon éthique personnelle. Et vous le ressentez, ça, à l'antenne? Oui, tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, je le ressens parfaitement. Je pense que vous pourriez peut-être pas inviter quelqu'un avec qui vous seriez pas tout à fait... Alors je peux avoir quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, ça c'est pas le problème à partir du moment où son discours est intéressant et peut apporter quelque chose. Mais je ne peux pas avoir quelqu'un qui par exemple serait en train de me dire que la fidélité dans le couple c'est une valeur essentielle et puis que je vois qu'il trompe sa femme tous les... Non mais ça fait paradoxal. Non mais c'est vrai que vous demandez, il y a beaucoup de cohérence et dans cette manière que vous, Brigitte, avez d'approcher et les invités et les auditeurs et le propos que vous tenez. Il n'y a pas on risque pas d'être étonné ou surpris ou déstabilisé par la manière dont vous parlez à vos invités. Et si parfois on peut dire des choses qui ne vont pas, avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas là pour nous passer de la pommade. Et c'est ça aussi qui est agréable. Oui. C'est que la flatterie pour la flatterie, je crois que moi, mais comme tous vos invités, on s'en passe. On n'a pas besoin d'être flatté, on est content de venir et on préfère qu'il y ait un échange plutôt que se faire dire je suis parfaitement d'accord avec vous. Oui, super. Elle a beaucoup de personnalité, l'animatrice. Génial. Donc là, et d'ailleurs, un invité qui trop souvent me dit je suis d'accord avec ce que vient de dire Brigitte, en général, il revient plus. Non mais que vous me dites ça me fait penser à quelqu'un qui était toujours en train de me dire je suis d'accord avec ce que dit Brigitte. Et je ne l'ai plus invité parce que ça sert à rien. Je veux dire, j'ai pas besoin d'un perroquet. Oui, c'est vrai. Au contraire, je pense que l'intérêt de l'invité, c'est justement d'apporter une couleur un tout petit peu différente, ou en tout cas un échange, bien sûr. Donc vous êtes heureuse d'être là? Moi, je suis très heureuse d'être là. En plus, c'est mon anniversaire aujourd'hui, donc ça restera. Joyeux anniversaire. Merci. Ça restera un jour spécial aujourd'hui, vraiment. Et donc vous êtes encore Sagittaire ou Capricorne? Non, Capricorne aujourd'hui. Oui. C'est le jour de l'hiver et c'est le jour des Capricornes. Oui. Exactement. Et si je peux me permettre juste quelques instants de dire juste un mot sur le sujet du jour, je voulais dire que pour ma part, c'est à la suite d'une rupture que j'ai décidé, alors il y a longtemps, j'avais 23 ans, que j'ai décidé de lâcher prise et de ne plus tout intellectualiser et que j'ai permis à celui qui me faisait une cour assidue depuis 1 an de se rapprocher de moi. Et il est devenu mon mari depuis 30 ans et pour mon plus grand bonheur d'ailleurs, je voulais le dire. Voilà, je voulais dire que donc dans ce cas, c'était une rupture constructive. Mais parce que vous avez lâché. Oui, j'ai lâché prise, c'est-à-dire que j'avais l'impression, alors je savais qu'il était amoureux de moi et que j'avais toutes mes chances donc auprès de lui, mais j'avais l'impression que c'était pas lui, qu'il ne me correspondait pas, et donc je le repoussais. Pas très gentiment. Il a fallu cet échec amoureux pour que vous ouvriez les yeux sur lui. Exactement, que je le laisse se rapprocher de moi. Et là, j'ai découvert que finalement, au fond, j'étais plutôt très proche de lui et que j'étais amoureuse de lui, en fait, sans peut-être le savoir, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a permis de comprendre cela. Et ça fait 30 ans donc, que je suis toujours amoureuse de lui. Et il est le père de vos 3 filles. Exactement. J'ai bien compris. Oui, tout à fait. C'est intéressant ce que dit Yael, Anne-Laure Buffet, parce qu'au fond, oui, parfois une rupture, c'est une ouverture vers quelqu'un qui nous conviendra mieux. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, avant, il y avait une espèce de besoin d'avoir le contrôle, donc une forme de protection. Et plus c'était contrôlé, plus vous vous sentiez peut-être à l'écart d'un danger. Oui, et que le jour où vous vous êtes dit, contrôler un peu moins, n'empêche pas de se protéger s'il y a besoin, n'empêche pas aussi d'arrêter une histoire s'il y a besoin. Bien sûr, oui. Mais contrôler un peu moins, en tout cas, laisse entrer un peu plus de plaisir.
dans la Oui, vie. c'est ça. Et puis c'est la nature aussi. Enfin moi, naturellement, j'intellectualise beaucoup les choses et Ça se sent. et je suis toujours comme ça. Mais à ce moment-là, j'ai eu vraiment le besoin de ne plus le faire, d'être voilà, de laisser, de faire confiance à mes instincts et à ce que je ressentais. Et je trouve que parfois, on doit le faire, même si on a cette nature d'être très intellectuel. Enfin, intellectuel, c'est pas le mot, mais cérébral plutôt. Je pense que parfois, c'est bien aussi de lâcher prise. Et avec le temps, en plus avec l'âge, je me rends compte que c'est tout à fait judicieux. C'est reposant en plus. Et c'est reposant, effectivement, oui, c'est vrai. En tout cas, merci d'avoir accepté de parler à l'antenne, parce que je sais que vous étiez un peu timide, et donc vous avez eu raison, en plus, parce que vous avez une très jolie voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à ma fille. Merci beaucoup à Jessica. C'est un cadeau d'anniversaire alors. Oui, c'est un cadeau d'anniversaire qu'elle a fait à mon insu. Elle a écrit à Brigitte, voilà. Et elle a eu raison. Allez, on fait une petite pause et puis on va conclure cette émission toujours avec Anne-Laure Buffet et peut-être avec quelqu'un qui va nous raconter une rupture qui l'a peut-être aussi aidé à grandir. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Anne-Laure Buffet, thérapeute, nous allons accueillir notre gagnant. Bonjour Cyril. Bonjour, salut Brigitte, salut tout le monde. Bonjour. Salut tous. Et bien ça y est, vous êtes notre gagnant du jour, en tout cas gagnant pour cette émission. Trop bien. Bon. Ah bah oui, merci. Et alors, qu'est-ce que vous avez gagné? Ah, là, c'est peut-être plus un cadeau pour femmes, puisque vous avez gagné un moment de bien-être dans les instituts Guinot Maricorps. Donc, vous allez pouvoir offrir peut-être à votre compagne un soin beauté visage et corps d'une valeur de 120 €. Est-ce que, ou pourquoi pas pour vous, remarquez Oh oui, je vais peut-être le garder pour moi, ou je donnerai à ma femme. Enfin, vous verrez bien, vous ferez bien ce que vous voulez, mais en tout cas, on est ravis, Sud Radio est ravis de vous offrir ça. Merci beaucoup Sud Radio, merci beaucoup. Ben merci d'avoir joué et puis restez à l'écoute si vous avez envie aussi de tenter votre chance, vous, puisque dans toutes les émissions, il y a un cadeau à gagner qui est au pied du grand sapin. Ben, pas dans cette émission, dans l'émission d'après, vous pouvez appeler. Absolument, absolument. Vous avez déjà gagné un jeu sensation, Anne-Laure Buffet. Mais c'est une vraie gamine. Hein. Parce que dans 2 jours, c'est le Père Noël, il vient. Vous allez avoir des gâteaux, des cadeaux. Vous avez été très sage. Très sage. Je suis ravie pour vous. Merci Cyril en tout cas d'avoir joué. Alors il nous reste très peu de temps, donc on va pas prendre d'auditeurs parce que ça serait dommage. J'aime pas quand on a très peu de temps parce que justement on laisse un peu les gens sur leur faim. On a eu beaucoup de personnes qui ont parlé de rupture. Hein. On va pas nier qu'une rupture c'est de toute façon toujours une épreuve dans la vie. Hein. Toujours. Pour la quitter, et pour la personne qui quitte. C'est toujours très compliqué. Par rapport à ce qui a été évoqué aujourd'hui, il y a quelque chose qu'on me dit souvent, mais c'est pas le bon moment pour partir, c'est pas le bon moment pour quitter l'autre. Il n'y a pas de bon moment. En fait, l'autre va pas se dire plus aujourd'hui qu'hier. Finalement, c'était le bonjour, merci de me quitter aujourd'hui. C'est toujours une épreuve. Mais en revanche, je trouve qu'aujourd'hui, les ruptures arrivent trop vite, que les personnes se remettent pas assez en question, que très vite elles se déchargent sur l'autre de tout ce qui ne fonctionne plus, et que prendre un peu le temps de la réflexion, retrouver la communication, essayer au moins d'apaiser la situation, ça empêchera peut-être pas de se séparer, mais le faire un peu moins brutalement, dans le respect aussi de l'histoire qui a été vécue, ça pourrait soulager beaucoup de gens. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, Anne-Laure Buffet, mais je trouve qu'il faut éviter la rupture soudaine parce qu'on a été déçu, parce qu'il y a eu une infidélité, parce que l'autre a fait quelque chose qu'on supporte pas. Il faut laisser passer le temps de la colère ou de la grande déception. Puisqu'il m'a fait ça, je veux pas rester avec lui. Ça, c'est vraiment des mauvaises. Ça veut pas dire qu'on partira pas. Mais il faut laisser le temps, un peu de temps. Il faut essayer d'apaiser. Il faut partir en étant vraiment lucide, en quelque sorte. C'est l'adage dit que la colère est mauvaise conseillère, et c'est assez vrai. Et encore une fois, il n'est pas question de tout pardonner, de tout oublier, ou loin de là. Mais partir parce qu'on vient de découvrir une tromperie, parce que on supporte plus la tête de l'autre et que ça nous prend comme ça, c'est une erreur pour tout le monde, et c'est un manque de respect, et c'est même un manque de respect vis-à-vis de soi-même. C'est-à-dire que l'enfant part en courant de sa chambre quand il n'est pas content. L'adulte
en principe, reste un peu dans la pièce pour mettre de l'ordre. Temporise, bien sûr. Sauf évidemment s'il y a violence. Alors ça c'est à part. Encore une fois, quand il y a violence, il y a plus de discussion. Mais c'est toute la différence entre le conflit et la violence. La violence, il y a plus de discussion. Le conflit, il peut être très très exacerbé, mais en principe, il amène à un accord et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de séparation. Ça veut dire qu'il y a une paix. Merci beaucoup Anne-Laure Buffet. Je rappelle que vous avez beaucoup de livres, souvent aux éditions Erol. On peut vous lire notamment, c'est un livre, très joli livre sur l'amitié. Il y a les prisons familiales, peut-être à lire en ce moment. Bonne fête. Bonne fête à tous vos auditeurs en tout cas. Bonne fête Brigitte. Et tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Je vous embrasse, à demain.